Bonjour et bienvenue, je m'appelle Sylvain Couder, maraîcher, formateur des Jardins de la Valette. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast issu d'une visio, parce qu'il faut savoir que chaque mois, on se retrouve sur Le Cercle, donc c'est lecercle.lesjardinslavalette.com et là, on fait une visio, une discussion, en fait, c'est une discussion libre avec différents maraîchers, généralement des maraîchers qui pratiquent le bio-intensif de près, de loin, mais on n'est pas fermé, peu importe. Donc tu peux aussi, toi aussi, venir et participer à notre visio. C'est tous les mois que ça se passe. Cette visio, donc ce podcast, il va être aussi disponible en MP3 que tu peux retrouver sur le cercle si tu veux l'écouter plus tranquillement. Donc voilà, je te souhaite la bienvenue et puis surtout une bonne écoute. Donc là, on est parti pour 2 heures et un peu plus de discussion autour du maraîchage. À très bientôt et bonne écoute. L'idée, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais on fait un petit tour de table et puis on enchaîne les questions, on essaie d'y répondre, moi ou d'autres personnes qui sont présents sur des problématiques perso, voilà, ce que vous voulez. Tanguy, je te laisse commencer. Donc bonsoir à tous, donc Tanguy, en cours d'installation dans les Pyrénées-Atlantiques, sur une ferme qui sera collective, une polyculture élevage, donc je suis responsable de l'atelier maraîchage, dans la philosophie et dans le copier-coller de Sylvain, où je suis déjà venu plusieurs fois sur ta ferme. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas de questions à proprement parler. Moi, c'est tout ce qui est lié à l'installation, à l'ouverture des jardins, à la mise en place des jardins pour essayer de démarrer le plus Ouais. sereinement possible et d'apprendre au maximum de vos erreurs. Moi, je suis en plein dans les devis, dans les devis d'irrigation. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de questions sur l'investissement matériel. Ok. Donc bon, voilà, je fais avec les cours, les formations, les avis des techniciens aussi, mais qui sont aussi revendeurs de matériel. Donc c'est vrai que beaucoup de gens se contredisent. Après, Mhm. j'aimerais aller au plus simple et au plus efficace. Et moi, j'ai une problématique, c'est dans le Pays Basque français. Pour le moment, j'ai pas l'autorisation de mettre des grandes serres comme vous avez tous. Ok. Il va falloir que je commence avec plus des tunnels Caterpillar. Donc voilà, il faut que je trouve un prorata surface couverte, surface non couverte. C'est ma Ouais. grande question en ce moment. Et du coup, tu vas attaquer. Vous avez rien fait sur le terrain encore. C'est pour Là, on n'a 2025. rien fait. Ouais, c'est pour. Moi, j'ai les clés d'ici 15 jours normalement. Donc, Ok. je prends ce qui était une prairie avec de Ouais. l'élevage caprin depuis bien 3 décennies. Donc les Ok. prairies sont plutôt propres, hein, c'est plutôt assez plat. J'ai pas mal d'eau environnante, donc j'aimerais bien pouvoir capter pour après la redistribuer. Je fuis un peu les dépenses et les charges opérationnelles pour essayer d'avoir un chiffre d'affaires qui me permet d'en vivre. Donc Mhm. j'essaye de restreindre au minimum les investissements matériels, moins de faire les choix les plus judicieux. Donc Ouais. là, la question c'est quelle est la première approche, comment mettre en place vraiment les jardins et le prorata aussi surface. Pour le moment, je suis tout seul. Donc Ouais. voilà, j'ai pas envie de me faire déborder. Donc je pense que je vais pas mal suivre tes conseils en ouvrant progressivement les jardins. Ouais, Et carrément. après, c'est l'apport de matière organique. Quelle fumure choisir. Je t'avouerai que je suis assez fan de tout ce qui est lié à l'élevage des équidés, parce que j'en ai pas mal Mhm. autour, et aussi Ouais. peut-être brebis, parce que dans le Pays Basque, c'est un peu la population qui a le plus. Donc, si je pouvais essayer de me servir de la ressource locale et sans passer Mhm. par du granulé en première intention. Voilà. Donc, pour le moment, c'est de la prospection. Ouais. Et ben, je rebondis direct sur ça, sur la ressource locale. C'est souvent le meilleur choix parce que tu vois, nous, on utilise du compost de déchets verts parce que la ressource locale, c'est du compost de déchets verts. Même si souvent je dis attention, le fumier, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, il y a des semences, on est d'accord. Mais dans tous les cas, même le meilleur engrais du monde, si tu n'arrives pas à l'avoir chez toi, ça sert à rien de vouloir essayer de l'avoir. Et si localement, ouais, tu as des fumiers de chevaux ou de brebis et que tu peux pas avoir autre chose et que c'est là, ben oui, on fait avec ça. Parce que Mm. souvent, la problématique d'apporter beaucoup de matière organique, ça va être des problèmes techniques d'approvisionnement, de transport, de localisation, de camion. Est-ce qu'il peut rentrer dans le terrain ou pas?
Est-ce que c'est un tracteur? Est-ce que c'est le voisin, etc. Et c'est souvent ça qui, finalement, à la fin, te dira ce que tu vas pouvoir mettre. Et c'est pas juste choisir un produit et puis dire, ah ben ouais, ok, je fais ça, quoi. Donc, c'est sûr que penser local là-dessus, c'est mieux. C'est carrément mieux. Ouais. Très bien. Après, la question, c'est quelle quantité au démarrage? Est-ce que je fais Moi, je pensais dessiner l'ensemble des planches et des jardins, déjà les Ouais. matérialiser par des piquets type géomètre, les petits piquets en bois, même si je Ouais. sais que je vais les ouvrir progressivement. Est-ce que je fais, on va dire, une fumure globale et les jardins qui seront pas ouverts tout seuls, mais qui tout de suite et qui seront sous bâche, vont se Oui. bonifier, le sol va travailler, il va devenir vivant et ils seront peut-être beaucoup plus opérationnel que la prairie brute telle que je peux Oui. l'avoir à l'heure actuelle. Donc, voilà. Ouais. Ben, moi, je trouve que la solution d'apporter la fumure partout dès le début, si tu peux le faire même à l'épandeur, tu vois, et que tu vois que c'est pas trop cher, tu vois, parce que du coup, tu vas en mettre aussi sur les passe-pieds, t'en mets partout, en fait. Ça te décharge pas mal de boulot pour la première année. Et puis après, c'est toi avec ton petit motoculteur et c'est là où tu rentres en jeu à faire tes planches. Mais moi, bon, je l'ai fait 2 fois de m'installer, donc si je devais le faire 3 fois, C'est pour ça que je euh, pose la question. si je devais le faire 3 fois, c'est sûr que la première année, comme je dis dans le cours, je fais rentrer 100 tonnes hectares de compost, tu vois, à l'hectare, quoi. Pas, je n'achète pas 100 tonnes, mais je mets 100 tonnes à l'hectare. J'amène moi euh, mon calcaire parce que je suis en sol acide, tu vois. Je fais un premier rapport au tracteur derrière mon travail du sol, comme ça je me libère cette charge la première année. Et aujourd'hui, bon, nous on fait à la boîte, mais c'est pour la première année, ça peut être une solution qui est pas mal. Surtout si tu as la ressource locale et des agriculteurs autour qui peuvent te le faire, tu vois, au démarrage. Et ouais, moi j'en mettrai partout. Je trouve que ouvrir les jardins dans la globalité, dans le sens où ben, ils commencent à se travailler, tu mets de la fumure, voilà, et puis après il y aura une bâche, etc. Ça me paraît être le meilleur choix, quoi. Très bien, merci. Parce qu'en plus c'est tout petit nos jardins, donc c'est vrai que pour un agriculteur, en fait que tu lui dises d'épandre, enfin je sais pas 1000 mètres carrés ou 3000, c'est tout petit, quoi. Pour eux, ça reste vraiment à la marge, quoi. Et tant que je suis sur l'installation, après je laisserai la place. Contre la protection contre les cervidés, tout ce qui est animaux sauvages, je me souviens plus si dans ta région tu avais une pression importante. Moi, je me pose la question de peut-être de devoir clôturer l'ensemble du jardin dans sa périphérie en fait, parce que moi j'ai pour le coup vraiment une forte pression de biches et de tout ce qui va avec. Ouais. Donc, quelle est la hauteur? Est-ce qu'il faut l'électrifier? Voilà. Est-ce que on n'est pas trop nombreux, mais est-ce qu'il y en a qui ont rencontré ce type de pression dans Ouais, leur mise en place? ouais. Enfin là, je parle encore, je sais pas que les autres pourront répondre aussi. Nous, clairement, on a les chiens hein, sur la ferme. Il y a 2 chiens sur la ferme qui font partie intégrante de la protection des gibiers. Et j'en suis convaincu parce que juste à côté de chez moi, j'ai d'autres maraîchers qui ont des attaques, hein, qui ont vraiment des attaques sévères sur salade, etc. Nous, c'est chevreuil, hein. C'est pas cerf ou biche, mais chevreuil, quoi. Donc, ils viennent même en pleine journée dans les jardins, ça c'est clair. Il avait plus de chiens pendant des années, donc il s'est fait pas mal d'attaques. Et là, il a repris un chien et les attaques ont arrêté. Et nous, les chiens sont présents sans être tout le temps sur le terrain. La nuit, ils dorment dedans, tu vois. Ils sont même pas en permanence dans le jardin à guetter le chevreuil, tu vois. Mais je sais pas, ils doivent faire leur ronde. Et les chevreuils, quand on arrivait, nous, ils dormaient sur le terrain, donc ils étaient là. On est dans une région où il y en a. Euh, donc voilà, ça c'est sûr que ça joue. Nous, on est présent aussi sur la ferme, mais ils n'ont pas trop peur de l'humain. Et clôturer, alors moi j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est très haut. Hein. Clôturer pour du chevreuil, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 2,50 m, hein, quelque chose comme ça. Hein. C'est énorme. Un chevreuil, c'est énorme. Et il faut que ce soit bien fait. Alors il y en a qui font des fois que des lisières parce que ils connaissent un peu les passages et voilà, il y a des côté forêt, des choses comme ça, mais clôturer vraiment comme il faut pour le chevreuil, c'est quand même délicat. Autant le sanglier, 2 fils de clôture, ça va les arrêter. Un chevreuil,
c'est compliqué. Hein. Il Ah, faut regarder. Tu vas les budgets deviennent très vite. Les budgets deviennent très vite très importants, quoi. Tu vas le trouver, hein, hauteur, clôture, chevreuil, Ouais. 2,30, 2,50, et tu ne dois pas être très loin de la vérité, quoi. Ou alors il faut que je profite d'un appel à projet ou d'une subvention régionale pour essayer d'avoir une Ouais, participation. ou peut-être je sais pas s'ils font ça, mais j'allais dire les chasseurs, mais il y a un nom pour ça d'ailleurs. La CCA. La CCA, ouais. Je sais pas, hein, je sais que des fois, quand il y a des dégâts de gibier, ils peuvent rentrer, ils peuvent compenser ou aider. Est-ce qu'il n'y a pas des aides pour protéger avant les attaques? C'est possible? Quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus ou approfondir un sujet sur ce que disait Tanguy? Pour mon cas personnel, je sais que par exemple, effectivement, un chien et des chats sur la propriété au sein des jardins. Le chien, effectivement, on rencontre un peu ces mêmes problématiques. On est en lisière de forêt avec du coup des chevreuils, également des sangliers. Alors le sanglier, bon ils viennent très peu. Par contre, les chevreuils, effectivement, le matin, ça arrive souvent d'en voir. Mais bon, avec un berger australien sur la propriété, c'est voilà, il s'approche plus. Et ensuite, je fais une parenthèse avec les chats, notamment avec les bâches d'ensilage, parce que quand on les laisse 6 mois en place, il y a tout ce qui est campagnols, mulots qui font du coup des galeries, etc. Et dès qu'on débâche, là c'est la grosse débandade. Donc le fait d'avoir aussi des chats sur la ferme, ça permet de réguler également tout ce qui est rongeur. Voilà. Ouais, mais les chats ont toujours été présents sur les fermes, et c'est vrai que ouais, nous aussi, on a des chats présents sur les fermes. Je pense que c'est important aussi. Après, peut-être pour limiter le budget, peut-être que l'achat d'un chien sur le long terme, ça reviendra peut-être moins cher pour toi, Tanguy. Surtout si on va dire, s'il est dressé vraiment, je sais pas, comme certaines races, le berger australien par exemple, je sais que nous, on avait des canards qui nous désherbaient un peu les passe-pieds, les allées, etc. Et plutôt que d'aller les chercher à l'autre bout des jardins, le chien en fait est dressé pour aller les chercher, les ramener. Là après, sinon tu peux faire peut-être, je sais pas, avec des poteaux, mais je pense, tu sais, tu mets des poteaux, un câble électrique et une batterie de voiture. Hein. Si jamais vraiment dans un premier temps vraiment tu es embêté, mais bon, ici on fait ça surtout pour les sangliers. Du moins les agriculteurs du coin, ils le font pour tout ce qui est betterave, semences, maïs, etc. Mais je pense que peut-être que sur le long terme, c'est sûr que si tu bénéficies pas d'une aide type France Agrimaire ou quoi, les clôtures aujourd'hui en matériaux puis en main d'œuvre, ça va être hors de prix, quoi. Parce que là, il te faut à 2,50 m, il te faut au moins une pelle, au moins une 6 tonnes pour enfoncer les piquets, quoi, et faire quelque chose de propre, quoi. Parce que c'est pas à la main avec je crois que TerraTech a un outil comme ça pour enfoncer les pieux, mais tu vas pas monter sur un escabeau et Non, tu n'y arriveras pas pour les gros. non. Je t'ai mis, je sais pas si tu vois Tanguy il y a un chat, il y a un fichier là. Alors c'est une recherche que j'ai fait là, et c'est sur internet, et c'est un PDF pour la clôture des protections contre les gibiers. Et il y a les hauteurs, et à la fin il y a un petit truc où il montre quelque chose où ils font que avec des fils électriques, donc sans grillage. Ça doit coûter déjà beaucoup moins cher. Voilà, et donc ça doit être électrifié du coup. Contre les cerfs, ils disent là, cerfs chevreuils, voilà, pas mal de choses qui peuvent être arrêtées. Parce que c'est Ouais, vrai je que pense le que je vais grillage, essayer cette première. Ouais, non, je vais essayer cette électrification parce que en plus c'est une ferme collective où il y a un élevage ovin caprin. Donc on a toute l'installation. On travaille en pâturage tournant dynamique, donc du KiwiTech, et on a déjà ouais, tous les fils et les poteaux. Je pense qu'il faut juste que peut-être que j'adapte les poteaux en mettant un support à un la peu hauteur, plus ouais. haut, peut-être passer à 4 Ouais, ou voire 6 fils pour, c'est ça. voilà, Tu pour vois là limiter sur le maximum. l'image qui montre, ils sont Mm. à 4 fils, et il y en a un qui est super haut, quoi. Donc c'est ça l'idée, ouais. Ok, super. Une autre question? Quelqu'un veut aborder un sujet? Tiens, tant qu'on est sur les ravageurs,
Petite question là sur vous, si vous êtes en bio ou pas, qu'est-ce que vous utilisez comme anti-limace? Parce que là, ce matin, on a eu la bonne surprise de s'être fait fracasser quasiment 580 plants de melon. Donc, en cherchant, en fait, en déterrant les plants, etc., on a une pression de limaces noires là qui est énorme. Et je crois qu'en bio, ils autorisent un anti-limace qui s'appelle le Slux. Mais enfin bon, je trouve que c'est quand même assez onéreux et je me vois mal mettre en fait de l'anti-limace dans chaque trou. Bon, après, je sais pas comment est-ce que vous procédez, quelles sont vos pressions, et puis voilà. Ben, en bio, oui. Alors le Slux, c'est un nom commercial. Tu vas en trouver, tu vas en trouver plusieurs. La matière active, c'est le ferramol. Donc c'est ce qu'on peut chercher quand tu vas en coopérative. Donc c'est du ferramol. C'est un phosphate ferrique. Donc ça, c'est de l'anti-limace qui est utilisable en bio. Juste pour le truc, c'est que à la différence d'un anti-limace en chimie, c'est que même si un hérisson ou un oiseau mange le granulé, il n'y aura pas d'impact. Il aura juste mangé un granulé, ou alors même s'il mange une limace qui a mangé un granulé, il n'y aura pas d'impact sur la faune auxiliaire. Donc ça, c'est juste pour clarifier pourquoi il y en a en bio et pas en bio. Et aussi, il est bleu pareil, mais ça, c'est juste une question de couleur pour pas que les oiseaux le voient justement, parce que les oiseaux ne voient pas vraiment bien le bleu. Donc c'est juste ça. Et quand tu regardes la notice technique du ferramol, c'est pas du tout à mettre dans le trou là où il y a les limaces, c'est vraiment plutôt à épandre sur ta surface de façon, tu sais, comme un semis très très clair, quoi. C'est vraiment parce que la limace, elle va pas se déplacer très loin, donc c'est pas un appât. Tu fais pas un tas, par exemple, où toutes les limaces elles vont venir. C'est vraiment, t'en mets un petit peu, tu vois, sur une grande surface, sur ta zone de melon, je sais pas, tu vois, t'as 300 mètres carrés, t'en mets un tout petit peu comme ça, vraiment étalé sur toute la surface. Si tu l'achètes en tout petit paquet, c'est sûr que c'est cher. Après, dans les matériels pro, ils vendent des seaux de 5 kilos. Moi, j'en ai déjà acheté. J'en ai acheté même des sacs de 25 kilos, ils vendent. Alors, par contre, laisse tomber. 25 kilos, t'en as pour 15 ans. C'est ça le problème. C'est que moi, j'ai acheté du ferramol en première année. J'ai toujours les mêmes sacs de ferramol qui sont là, quoi. Alors, on s'en sert un petit peu. Je pense que j'en aurai pour 20 ans à peu près de ferramol. Ça a dû me coûter, je sais pas combien au départ. Mais oui, ça nous arrive d'en utiliser sur certaines semis. Cette année, il y a de la pression. Il pleut pas mal. Hein, enfin, en tout cas, par chez nous, il pleut pas mal. Donc, ouais, ça peut arriver d'en utiliser, quoi. Après, quand tu parles d'épandage, c'est type semis à la volée. Ouais, ouais, c'est à la main, ouais. Ouais. Si tu regardes la notice du ferramol, c'est ce qu'ils te disent, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est un semi à la volée, ouais. Mais tranquille, hein, t'en mets pas des masses, hein. Ouais. Ok, merci. Une autre problématique, hein, Vincent, tu voulais parler de quelque chose ou... Non, alors pas vraiment. Je sais pas si tu as pu continuer ton expérimentation sur les tunnels nantais. Je me souviens plus des dimensions que tu utilises. Moi, ce que j'utilise en melon là, c'est les deux. Alors, en fait, ils font le plastique, il fait 2 mètres. Donc, c'est Ouais. des petits tunnels fraisiers. Et du coup, j'ai un film macro perforé en 500 trous. Je crois que le plastique, en fait, il est de l'ordre de un micron. 50 microns. Ouais. Ouais, 45, 50, je crois, je sais plus, ouais, 40, je sais ouais. plus, ouais, je sais plus. Ouais, c'est ça, 40, 50 dans ces eaux-là, ouais. Et alors du coup, bon, moi je l'utilise en melon depuis 2 saisons. Ouais. Là, j'ai essayé de l'expérimenter sur du haricot beurre, sur qu'est-ce qu'il y a d'autre, sur de la salade aussi. Par contre, voilà, c'est vrai que en termes de résultats, c'est clair, hein, ça marche très fort. C'est juste en termes de maintenance. Enfin, quand je dis de maintenance, c'est de temps passé en fait à l'ouverture, la fermeture, la mise en place aussi. C'est quand même assez chronophage, quoi, je trouve. Mais sinon, Eh bien,
c'est très très fort. Et pourquoi tu l'ouvres le 500 trous? Quand il y a, ben, en fait, c'est pour éviter les trop grosses amplitudes thermiques parce que j'ai placé des thermomètres et on est monté là quasiment jusqu'à 40 quoi sous le plastique. Alors bon, Ouais, mais attends, le thermomètre, il est en plein soleil. ouais, il est dans les petits tunnels, ouais. Ouais, il faut se méfier. La prise de température, c'est quelque chose qui n'est pas évident, hein. Les températures sont toujours, quand on se base sur une température, c'est toujours pris à 1,50 m du sol, dans une boîte blanche, aérée. Donc, si tu prends une température au soleil, ça n'a pas de grande indication, en fait, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faisait 45 dans tes tunnels, hein. Loin de là. Mais le principe du 500 trous ou le tunnel perforé, c'est justement de ne pas les ouvrir. C'est le gros avantage, parce que sinon, c'est trop chronophage. Moi, c'est ce que je faisais avant. J'avais des tunnels que j'ouvrais tout le temps. Mais ça, moi, je ne veux plus le faire. Par contre, du 500 trous, moi, je n'utilise pas du 500 trous parce que j'ai envie d'avoir des tunnels qui sont pas, qui se gardent plus longtemps. Donc, je fais du tunnel avec du plastique de serre et je fais des trous tous les 50 cm en haut, là, des trous de 8, diamètre 8. Je mettrai de toute façon une fiche à jour dans la formation, mais on ne les a pas ouverts. Mais pour nous, c'est plantation en janvier ou février et on les laisse en place, grosso modo, jusqu'à début mai, tu vois, 15 mai. C'est ça l'idée. Ok, et derrière, t'arrives, je sais pas, sur une culture un peu plus rentable au mètre carré que le melon. Sur une carotte, par exemple, tu t'es vraiment aperçu qu'il y avait un gain de précocité qui était significatif sur de la Napoli, par exemple. Ouais, alors, mais c'est même pas ça, c'est que je me demande si après, on n'est pas dans la même région, tu vois. Mais moi, semer de la carotte en janvier, en plein champ, c'est pas si évident que ça. Elle va vraiment avoir froid, alors que là, elle réussit. Là, tu arrives à avoir une carotte qui est prête. Donc, elle n'est pas encore prête, hein. Elle a été semée fin janvier. Nous, elle n'est pas tout à fait prête. Mais elle va pas tarder à être prête. Du coup, au 15 mai, elle devrait être prête en plein champ. Avec les tunnels Formule 1, alors que sans tunnel, ça aurait été compliqué. Et justement, je fais le parallèle là avec le plastique. Bon, j'ai une surface en fait de melon qui est assez conséquente. Tu sais, donc je déroule en fait en fait, À la machine, ouais. un film de paillage, exactement, avec un petit tracteur, un film de paillage au sol. Et en fait, si tu veux, donc du coup, moi je fais des plantations de melons tous les 60 cm. Par contre, la grosse problématique en fait que j'ai rencontrée, c'est qu'au niveau des charges cette année, je suis à quasiment un peu plus de 10 000 euros l'hectare. C'est des charges qui sont, on va dire, plus ou moins normales en melon, mais bon, c'est quand même, pour moi, c'est quand même énorme. Alors du coup, en fait, tu vois, j'avais pensé, alors je sais pas hein, s'il y a des gens qui l'ont déjà fait, peut-être même que toi, peut-être que tu l'as déjà fait. Je voulais planter, en fait, si tu veux, une fois que j'ai fini ma première saison de melon, donc tu vois, je les ai plantés là le 9 avril. J'avais décalé les plantations 9 avril, donc si tout se passe bien, j'espère avoir les premiers au 7 juillet. Et on va dire que je vais ramasser sur 20 jours. Voilà. C'est un cycle long, mais même sur 20 jours, voilà, je vais faire 3 coupes sur un même plan. Et en fait, ce que je voulais faire après, c'était donc broyer complètement la planche. Et si tu veux faire des contre-plantations sur le même plastique, Oui. mais donc tu vois entre les plants du coup qui sont plantés quoi, repercés entre les plants pour essayer de gagner en fait au niveau de mes charges du plastique, du temps peut-être aussi pour pas avoir à redérouler et je bénéficie aussi d'un dosatron si tu veux. Donc tout ce qui est ferti-irrigation, je peux amener par exemple un thé de compost, etc. Ça peut se faire. Alors je sais pas si tu l'as expérimenté et ce que tu en penses. Non, moi je pense que c'est tout à fait. Déjà, il faut l'expérimenter. Je pense que si tu as besoin de faire des économies là-dessus. Après, aller mettre une hectare entière en expérimentation, c'est risqué. Franchement, moi, quand des techniciens me disent tu fais de l'expérimentation et tu fais 10%, tu vois. Mettre une hectare entière,
Je le ferai pas personnellement. Après, ça c'est toi qui vois. Parce que si ça marche, ben, super. Mais si ça perd, ben, tu vois, l'économie que tu voulais faire, ben, c'est pire, quoi. Parce que du coup, tu vas encore faire des dépenses de plantation, de dosatron, de fertilisants. Mais sinon, l'idée, elle est bonne. J'ai un collègue qui le fait tout le temps. Il a du paillage plastique comme ça, paillage noir, donc jetable. Et alors, je sais pas quelle culture il fait, mais c'est quelque chose comme ça. C'est genre une tomate sous serre, et puis l'hiver, il arrache tout, il laisse son plastique et il plante de la salade. Il refait des trous, il plante de la salade. Donc c'est tout à fait faisable. Hein, du moment que tu as ta structure, que ton sol, tu vois, tu peux le fertiliser, mais même il peut avoir assez pour deux cultures. Tu vois, ça dépend de ce que tu fais derrière, parce que je sais pas qu'est-ce que tu veux, si tu veux faire un melon ou autre chose derrière, mais En fait, normalement, si tu veux, cette partie melon, elle est conduite sur de la grande culture. Donc généralement, le précédent cultural, c'est une paille, c'est une céréale, c'est un blé. Donc idéalement, enfin c'est des, si tu veux ici le melon, je me suis pas amusé à le faire après, derrière un légume en fait, tout simplement. Mais c'est surtout qu'est-ce que tu vas faire justement après ton melon dans la contreplantation, c'est quoi l'idée? Et du melon encore. Voilà, du melon, d'accord. Ouais, une deuxième série. Mais tu sais, par exemple, il y en a qui. Alors moi, je l'ai pas expérimenté, mais c'est à la ferme du Perche qui font ça. Alors je sais pas les résultats, mais ils font ça pour le concombre, par exemple. Ils ont leur première culture de concombre et donc ils plantent ça là. Ils ont dû planter ça au mi-mars ou début avril. Donc ton concombre, ils le tiennent jusqu'à juillet ou fin juin. Et là, ils plantent déjà un petit plant de concombre juste à côté, entre les plants de concombre. Et donc, ça va faire leur deuxième série de concombres sur la même planche. Ils fertilisent, hein, ils remettent du compost ou des fientes, tu vois. Je ne sais pas exactement ce qu'ils mettent. Mais, tu vois, c'est le même principe. Donc, il n'y a pas de raison. Le seul risque qui peut être sanitaire, si tu vois, si tu as vraiment une grosse pression sur ton premier melon, comment ça va se passer pour ton deuxième? C'est ce qui me fait le plus peur par rapport au concombre, moi, par exemple. C'est les risques sanitaires. Mais sinon, d'un point de vue agronomique du sol, de la fertilisation, moi, je vois pas vraiment l'inconvénient. Hein. On est un peu dans la démarche du coup de ce que tu appliques et de ce que tu proposes en formation, un peu quand je parle de micro ferme, c'est Ouais, de cette logique en fait de gagner le maximum d'espace je comprends. Ouais. et de maximiser en fait la rentabilité. Après Ouais. effectivement les pressions virales, alors sur le melon il y a quelque chose qui peut te décimer complètement Et oui, sur oui. autre chose, hein. Une partie de toute ta récolte, pardon, mais c'est la fusariose. Ouais. Alors quant à ça, bon, mais malheureusement, mais c'est présent dans le sol, tu peux rien faire. Il y a rien qui existe à ce jour. Il n'y a pas le melon greffé, ça marche pas, ça? Je connais pas bien le melon, moi, mais. Ouais, alors si c'est possible. Le problème, Ouais. c'est que le melon greffé, ça va dépendre de ton terroir parce que tu peux sortir des calibres énormes. En fait, Ok. surdimensionné. Après, quand tu es en vente directe, c'est pas un problème parce que c'est plutôt recherché. Mm. Mais après, sinon, les gens quand même, ils sont assez sur le melon. C'est compliqué hein, le calibre et c'est surtout Mm. le coût en fait. On en revient toujours à la même chose. Et Quoi. Sur oui. un melon greffé, tu dois être peut-être le plan. Je peux pas te dire. Ouais. Ça doit être Oui, oui, c'est plus cher. le triple peut-être. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Non, mais c'est juste, tu vois, ça peut être peut-être aussi. Tu fais une économie de pas remettre du plastique, etc. Mais peut-être que si tu as des risques de fusariose derrière ton premier melon, tu vois, qui a peut-être déjà, enfin, tu vois, des problématiques sanitaires, j'en sais rien, mais ça pourrait être aussi avec un melon un peu plus vigoureux, tu vois, vu qu'il y aura moins de travail de sol, moins de fertilisation peut-être. Ouais. Voilà. C'est juste une piste, hein, moi. En tout cas, c'est sûr que c'est des essais qui seraient intéressants à faire. Euh, Parce que sur de je sais pas mais sur de la salade est-ce que ça t'est déjà arrivé de refaire de la salade sur de la salade de sous serre ou du radis alors sur du non, radis. oui, alors oui, on peut refaire une culture sur une culture, mais tout le temps, nous, on va refertiliser ou repasser un coup de herse rotative. On ne le fait Ok. pas sans rien faire. Pourquoi? Parce que on prend pas le risque en fait. S'il faut, ça passerait, mais s'il faut, ça passe pas.
Et le temps de passer un coup de herse rotative, pour nous, il est minime. Donc, on préfère le faire. Et une salade, tu peux pas vraiment replanter au même endroit que ta salade, quoi. Ça serait compliqué. Tu vois, une salade, ça repousse, il y a son système racinaire. Il faudrait vraiment la décaler. Donc, il y a la possibilité de décaler les plastiques. Tu vois, tu peux aussi dégrafer une bâche. Tu la décales de 20 centimètres et tu te retrouves à côté. Mais bon, non, c'est vrai que c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on fait en tout cas. La microferme des sapins, tu voulais, ou Tanguy, si tu avais une question, n'importe. Nous, éventuellement, une question. Alors, nous, on est en phase de projet d'installation. On attend le retour des financements pour lancer les choses et ça traîne un peu de leur côté. Là, on s'intéresse éventuellement au choix de nos serres parce qu'on vient d'apprendre que dans notre région, on avait éventuellement droit à des subventions régionales pour l'achat des serres. On a quasiment Ouais. 50% qui seraient pris en charge, donc ce qui est relativement intéressant. Et on Pardon. s'intéresse sur l'éventuelle automatisation ou non de nos serres au niveau des aérations. Savoir ce que vous pratiquez. On partirait sur des serres de type le Breton. Nous, c'est les serres du Val-de-Loire pour rester ancrés dans notre territoire. Sur des serres de 9,60 m par, je crois, 27 mètres, on en aurait deux. Et donc, on est en train de regarder en termes de possibilités de mécanisation ce qu'on prendrait ou Ouais, non ouais. comme option. Ok, c'est intéressant. Donc du coup, l'objectif c'est 2 serres et vous êtes combien à travailler sur la ferme au final? Alors, on sera 1,5. En fait, nous, c'est un projet multi-activité. Mon conjoint sera à temps plein sur la ferme et notamment sur la partie maraîchage. Et moi, je le seconde sur l'ensemble de nos activités, y compris le maraîchage, sur l'équivalent d'un mi-temps. Parce que D'accord, j'ai une autre activité à côté que je conserve. Et on ouais, aurait une culture avec 2 serres, ça fait quasiment 550 mètres carrés, et un plein champ potentiel de 1000, je crois que ça fait 1200 ou 1300 mètres de plein champ. d'accord. Ok, Mais ouais, c'est pas ce qu'on ouvre sur la première année. Enfin, ouais. Ça c'est l'objectif à long terme, 1200 mètres carrés et 3, et ouais. c'est ça. Ouais, sur la première année, en fait, on a tablé sur les ratios que tu avais mis dans la formation, Ouais, donc moins 70% par rapport au projet de base. Mais comme cette demande de subvention peut être faite qu'une fois en 4 ans, on veut oui, faire l'acquisition des 2 serres directement parce qu'on ne pourra pas les redemander pour être subventionné dans les 4 ans. carrément. Non mais je te pose ça justement pour répondre plus clair parce que l'automatisation des serres, alors nous on l'a pas, mes serres sont pas automatisées. Alors j'en avais une automatisée sur ma première ferme, mais bon là c'est plus le cas. C'est un projet qui est pour 2024. Là justement, je suis en train d'essayer d'avoir des devis pour automatiser les serres. Mais j'ai envie de dire, euh, il faut au moins avoir la bonne surface de serre. C'est que l'automatisation d'une serre, c'est quasiment des fois, ça dépend comment c'est fait, mais c'est presque le prix d'une serre. Donc, si tu n'as pas assez de serres, enfin, moi je pars du principe qu'il vaut mieux avoir 4 serres non automatisées que 3 serres automatisées. Je pense que c'est plus bénéfique au démarrage d'avoir assez de serres, parce que franchement, la serre, c'est quand même un outil en maraîchage qui est indispensable et qui fait vraiment la différence. Donc, si votre objectif c'est d'avoir que 2 serres à terme, bon, mais vous êtes dans les clous. C'est ce que je voulais dire. Et en plus, oui, cette aide, elle arrive qu'une fois tous les 4 ans. Donc, c'est vrai que c'est dommage de pas faire direct la totalité. Euh, après, ouais, l'automatisation des serres, c'est bien. L'ouvrant, enfin, généralement, on automatise les côtés. C'est des serres comme vous allez prendre. Hein, c'est pas des grosses serres, c'est comme les miennes. Hein. Bon, les miennes, elles sont un peu plus longues, mais c'est pareil. C'est souvent les ouvrants sur le côté. Mais ça, c'est ouais, c'est très bien. Alors, moi, pendant longtemps, je me disais, ouais, c'est un peu du luxe, c'est un peu du confort. Tu vois, c'est de l'investissement de confort. Et j'y reviens un peu là-dessus parce que je parlais avec des collègues là, et ils ont fait sur certaines cultures, ils parlaient de 3 semaines de précocité avec des serres automatisées parce que c'était juste mieux et ouvert et mieux fermé. Chose que nous on fait pas bien parce que ben voilà, il y a des jours on va ouvrir ou fermer trop tôt, trop tard parce que si, parce que ça ou parce que c'est l'heure de partir ou on a l'impression qu'il fait chaud mais il fait pas si chaud que ça. Et donc ouais, je sais pas qu'est-ce que tu veux comme info là-dessus, mais ouais c'est bien d'automatiser ces serres.
Non, mais c'est parce qu'on avait vu dans la formation qu'il y avait justement certains investissements qui étaient considérés un peu comme investissements de confort. Nous, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir s'installer. Enfin, on a besoin d'un financement évidemment, mais on a la chance de pouvoir allouer une enveloppe qui nous permette d'être à la fois productif et à la fois confortable, parce que de par nos expériences personnelles, on veut pas être juste productif sans trop de confort malgré tout. Et donc voilà, c'est de savoir si ça restait quelque chose de pertinent pour l'activité en elle-même, ou si c'était vraiment simplement que du confort, et auquel cas il y a peut-être d'autres choses prioritaires. Ouais, non, mais tu vois, pendant longtemps, j'ai cru que c'était que du confort, mais ça l'est pas. Non, ça a vraiment un impact productif, les ouvrants des serres. C'est sûr que c'est un bon investissement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un bon investissement si tu as assez de serres. Tu vois, c'est quand même mieux d'avoir assez de serres, c'est, tu vois, une bonne proportionnalité, que d'automatiser tout ça. Ouais, là, on a prévu 30% de serre par rapport à la surface. Enfin, on est à 32%. Tu penses qu'il serait plus judicieux d'avoir davantage? Je ne sais pas. C'est sûr que c'est un petit projet. C'est pas, mais bon, comme tu as dit, c'est qu'une personne et demie. C'est pas tant de surface que ça, hein, 1200 mètres carrés. Mais si vous avez fait vos calculs, votre chiffre d'affaires et que ça rentre dans les clous, euh, très bien. Mais c'est vrai que Oui, nous, l'objectif, c'est d'être petit, parce qu'à côté, je te coupe, mais à côté, on a d'autres activités. En fait, on fait de l'apiculture. Déjà, on est apiculteur depuis plusieurs années. Et donc, on conserve cette activité-là en parallèle de l'installation en maraîchage. Et donc, on veut pas être non plus débordé, en tout cas dans un premier temps, par le temps, et faire les choses à moitié. On sait qu'on a la possibilité de grossir beaucoup plus parce qu'on a un peu plus d'1 hectare de terre autour de là où on est, qu'on peut exploiter. Mais on veut absolument pas commencer trop gros et se laisser déborder et faire même des investissements qui finalement seraient pas forcément utilisés, parce que on se rendrait compte que soit on n'a pas le temps, soit nous on n'a pas vocation à devenir Crésus non plus. Enfin, on a des objectifs qu'on souhaite atteindre, mais on n'a pas la vocation à grossir ou à s'enrichir à proprement parler. C'est aussi un projet de vie derrière, malgré tout. Mais de toute façon, c'est beaucoup plus simple de gérer. Enfin, tu vois, il y a beaucoup moins de risques à avoir 1200 mètres carrés de culture et je sais plus combien tu m'as dit, 400 mètres carrés de serre, de bien le conduire. C'est sûr que il vaut mieux partir sur cette voie-là que d'aller faire 1 hectare. C'est beaucoup plus simple. C'est vraiment dans le confort du quotidien. C'est sûr. Bah, surtout avec des activités à côté. Enfin, mine de rien, on peut en produire. Enfin, voilà, d'après moi, c'est bien. J'avais une question par rapport à l'automatisation des serres. Est-ce que l'automatisation ouverture des demi-lunes peut être un entre-deux beaucoup moins onéreux, c'est-à-dire des demi-lunes qui s'ouvrent avec un capteur par rapport à tout le côté qui s'ouvre? Est-ce que ça peut suffire, selon toi? Ouais, ça dépend de la longueur aussi des serres. Si c'est des petites serres et que tu as déjà tes demi-lunes qui s'ouvrent, oui, tu peux les automatiser pour finalement pas grand-chose. C'est moins coûteux, les demi-lunes. Aujourd'hui, il y a des vérins que tu peux même faire, en fait, toi-même monter. Il y a des vérins en 24 volts qui sont vraiment pas chers. Donc, c'est tout à fait possible, ouais. Et c'est beaucoup plus simple à automatiser. Et les vérins à huile, là, huile qui s'expanse, est-ce que tu as déjà eu des retours là-dessus pour des Ouais, demi-lunes, hein, je parle, hein, pas juste pour ouvrir des fenêtres. ben, je sais pas si ça va être assez puissant pour des demi-lunes, quoi. Et il faut pas oublier quelque chose dans l'automatisation, c'est que ce qui est important, c'est pas que la température dans l'automatisation. Si on veut vraiment bien le faire, on peut pas mettre juste une consigne température. C'est qu'il faut aussi pouvoir faire ce qu'on appelle du désembuage. C'est que tous les jours, peu importe la température, on fasse une ouverture forcée des serres pendant au moins 1 heure pour vraiment faire chasser l'humidité. Et ce genre de vérin que tu me parles, là, je vois ce que c'est, mais c'est uniquement de température. Et alors c'est bien, hein, ça va t'éviter les coups de chauffe. Mais par contre, et puis il faudrait voir aussi la force, parce que ça dépend de ta demi-lune, quoi. Mais il faut quand même un peu de force. Mais si tu regardes vérin 24 volts, tu verras que t'en as, ça vaut 50 €, hein, un vérin 24 volts. Et aujourd'hui, il y a des vérins 24 volts avec quand même pas mal de puissance.
Il faut pouvoir le programmer derrière, par contre. Il faut pouvoir lui dire, tu t'ouvres, tu te fermes. Alors, ça peut être bon, avec un bouton, mais du coup, c'est plus automatisé. Ou avec juste une consigne de température. Sinon, il faut passer après par quelque chose d'un peu plus performant avec les gens qui fabriquent justement les automates, quoi. Il y en a deux, grosso modo, en France. Moi, j'en connais que deux, mais il y en a peut-être d'autres. Il y a Edams qui fabrique des automates et des systèmes automatiques. Et il y a Anjou Automation. Je ne sais pas si d'autres personnes en connaissent, mais moi, c'est les deux seuls que je connais au niveau de l'automatisme. Mais souvent, les séristes, ils font, en fait, si on prend une charge Sérichel, il va se débrouiller, il a quelqu'un qui lui fabrique, etc. Souvent, on passe souvent pas par les boîtes mères, que ce soit Edams ou Anjou Automation, c'est souvent ou Serval de Loire, par exemple, c'est eux qui vont se débrouiller pour te fournir tout le matos. Qui te propose l'automate pour ce type de vérin, tu veux dire SVL, ils auraient ça? Ils ont ça. Moi, je les ai vus au Cival cette année. J'ai discuté avec les dames, ils ont ça, ouais. Ils ont des vérins et ils ont les automates qui peuvent contrôler des vérins, ouais. Mais souvent, ils passent. Tu peux les appeler et tu verras avec eux, mais souvent, ils vont t'envoyer vers un commercial ou vers une autre société parce qu'eux, ils distribuent pas forcément en direct. C'est pour ça que je parle de Richel ou de Serval de Loire parce que souvent, ils ont des intermédiaires et ils travaillent pas direct avec les maraîchers. Mais ou même un jeu automation, je crois qu'ils travaillent direct. Tu peux voir avec eux aussi, et ils peuvent avoir ça, ouais. Et parfois, ça fait peur parce que des fois, c'est le vérin, il va pas coûter cher, mais ça peut être l'automate qui coûte cher. Ça dépend des situations. Et moi, par exemple, dans mes devis là que je suis en train de faire, du coup, moi, j'ai 3 serres, mais je vais avoir une seule consigne, c'est-à-dire que toutes mes serres vont fonctionner pareil pour baisser les coûts, parce que j'ai pas des cultures très différentes finalement, ça bouge tout le temps. Donc je vais avoir toute serre automatisée, mais une seule consigne avec voilà, quand il y a une des serres, je vais prendre une serre où il y a la température, le vent et voilà, toutes les autres vont fonctionner de la même façon. Et au pire, si un jour je veux améliorer, je pourrais. Mais ça permet d'économiser parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir une serre à 22, une serre à 20. Enfin, c'est un peu ridicule, quoi. Souvent surtout qu'on est hyper diversifié, donc il y a toujours plein de choses dedans. Donc on s'adapte, on met une seule consigne pour tout le monde. Ça permet d'économiser sur les automates, en tout cas. Mais c'est quoi les capteurs que tu as? Donc tu as la température, ça me semble évident. Le vent Ouais, pour protéger les ouvertures. Et le vent, ouais, c'est ça. Température et vent. Et moi, c'est les deux seuls qui me suffisent parce que l'humidité, tu pourrais, mais bon, c'est pas une obligation. Ouais, c'est ça, température et vent. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est le programme que tu peux lui donner. Tu vois, tu lui dis, OK, tu t'ouvres quand il fait le matin, par exemple. Tu vas t'ouvrir que à partir de 18, mais l'après-midi, tu t'ouvres qu'à partir de 22. Ouais, tu peux jouer comme ça. Et même s'il fait pas 18 ou pas 22, mais tu t'ouvres quand même pendant une heure, de 11h à midi, tu vois. Et par contre, s'il y a du vent, attention, tu te fermes. Tu vois, c'est ça l'automate. Tu vas pouvoir lui dire ce que tu veux vraiment, pas juste la température. Tu peux avoir capteur de pluie aussi. Ça dépend des serres. Capteur de pluie, pareil que tu fermes tes ouvrants quand il pleut. Ça dépend parce que tu peux avoir des serres où tu as vraiment de l'eau qui rentre. Ça dépend des ouvrants, mais ceux qui ont des serres qui s'ouvrent aussi sur le toit, là, dès qu'il y a de la pluie, ben, ça pose problème. Donc, capteur de pluie, ferme. Voilà, ça va dépendre des automates. Tu vas pouvoir jouer comme ça, quoi. Et puis il y en a, c'est tout ou rien aussi, un automate. Ça peut, soit tu leur dis, OK, on passe les 20 degrés, donc tu t'ouvres, donc il ouvre tout. Ou non, tu passes les 20 degrés, tu ouvres 10%. Et tu reprends la température, tu rouvres 10%, et tu vois, tu vois. Ou alors tu refermes 10%. Donc c'est tout ça les automates, quoi. Il y a plusieurs infos parce que le truc tout ouvert, enfin ça marche pas très très bien en réalité. Si on met qu'un capteur de température, tu vas voir que ta serre va tout ouvrir d'un coup, ça va passer. Il faisait 20 et puis il fait froid dehors, donc de suite ça le froid, hop, elle va tout refermer, tout rouvrir. Enfin, des fois ça fait un peu le yo-yo, même quand ça le fait aussi avec les automates, mais tu régules plus facilement.
Voilà un peu comment ça marche. Après, ceux qui sont un peu électriciens et qui aiment bien les produits chinois, vous pouvez en trouver sur AliExpress pour pas cher, mais bon, il faut comprendre les notices chinoises. Hein, mais puis bon, après, c'est pas garanti. Hein. C'est le troisième fournisseur, mais c'est un peu, c'est un peu différent. Quoi. Moi, j'avais une question par rapport à... J'ai des attaques de pucerons sur mes plants de tomates, tout petites, des pucerons rouges, bien Ouais. dodus. Ouais. Est-ce que tu... Bon, pour le moment, j'écrase, j'essaye d'arroser pour voir les faire partir et tout ça. Mais est-ce que tu penses qu'il faut passer tout de suite un coup de flipper ou quelque chose comme ça, ou laisser passer le truc? Tu conseilles quoi? Ouais, alors puceron rouge sur tomate. Alors, moi, ça m'inquiète pas. C'est pas quelque chose qui me tracasserait. Euh, Après, je sais pas la quantité que tu as, mais moi, j'ai souvent eu du puceron rouge sur tomate. Ça m'est arrivé plusieurs fois et ça passe. Ça passe tout seul. C'est pas. Pour moi, c'est pas un signe. Ouh là là, il faut que je fasse attention, tu vois. Autant je vois 3 pucerons sur un pied de concombre, ben surtout s'il est petit ou sur un pied de courgette tout petit, je réagis. Ou là, je vais utiliser un flipper, par exemple. Sur la tomate, ça va. Quoi. Généralement, ça va. Donc à surveiller, hein, mais à moins que tes pieds, parce qu'ils sont grands tes pieds tomates déjà ou J'ai eu plusieurs plusieurs semis, et stades. là, Ouais, c'est des petits qui sont, voilà, ils font 10 centimètres de haut, quoi. ouais. Ils sont vigoureux, mais bon, voilà, il y a, plus Dans la serre à spécialement plan. sur certaines variétés. C'est D'accord. dans la serre, j'ai pas de serre à plan pour l'instant, donc c'est dans Ouais, la grande serre. ouais. Mais Voilà. c'est encore sur un, ouais. Non, franchement, le puceron rouge, enfin, moi, j'ai jamais eu d'attaque virulente qui m'ait tué des D'accord. pieds ou quoi que ce soit, quoi. D'accord. Voilà. Ça veut pas dire Et, que ça peut pas arriver, hein, mais voilà, moi, je sais que j'ai pas, c'est pas quelque chose qui me fait réagir, quoi. et c'est sur une variété plus particulièrement, les autres en ont beaucoup moins. C'est vraiment une variété qui a l'air de leur plaire beaucoup, quoi. Donc, Et ouais, de toute façon, les pucerons, ils vont souvent sur les variétés plus sensibles. Enfin, ouais, ils ont des trucs, ils ont des attirances, ils ont des préférences, quoi. hmm. Ça, c'est sûr. Et toujours sur les ravageurs, c'est sur mes oignons, j'ai vraiment beaucoup d'attaques de limaces. Ouais. Et, et j'ai lu des trucs comme quoi il y en a qui conseillent de mettre des oignons pour éloigner les limaces. Mm. Donc, euh, je Ouais. voulais savoir, enfin, au niveau des attaques, je vois que c'est pas la mouche de l'oignon. Puis je suis Ouais. sous filet, donc bon, Ouais. après, s'il y en avait qui étaient rentrées, elles auraient pu attaquer. Mais je Mm. crois que c'est vraiment des limaces, mais il y en a vraiment beaucoup, quoi. Donc, t'as Ouais, déjà eu ben, ça, ça en toi? est. Ouais, sur les oignons, sur les gros oignons, ouais, un petit peu, mais t'as un paillage plastique? Je suis sur Ou- un paillage plastique, ouais. Ouais. Ouais, ben après, cette année, il y en a pas mal, hein. Il a fait très, très chaud très tôt. Maintenant, c'est très humide. Ouais. Et après, voilà, hein, on a toujours, je sais pas si c'est là tout à l'heure, mais on parlait du ferramol, hein, qui peut être utilisé en bio, quoi. Hmm. Moi, c'est pas Ferramol, c'est un autre truc. Du Slux. Non, pas Slux, c'est Après, Iron c'est des Man, marques. Iron Man, Iron, quelque chose comme ça. Ah Comment ouais, tu dis? Iron Max. Mais c'est pareil, hein, c'est de c'est l'oxyde pareil. de fer. Ouais, c'est de l'oxyde ferrique. Ouais, c'est ça, c'est un ferramol. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est une autre marque, mais c'est les mêmes produits, quoi. Oui, c'est ça, c'est toujours la même chose à l'intérieur. Une autre question? Alors moi j'en ai une. J'ai écouté l'ensemble des podcasts précédents et c'est vrai que je te remercie parce que ça m'accompagne pas mal en voiture. J'ai commencé un peu brièvement tout à l'heure quand tu m'as donné la parole. Je te remercie pour le travail accompli. Sur un Ouais, podcast, vous aviez des soucis sur les arceaux Gauger qui rouillaient. Et là, je oui. suis en train de faire des devis
Alors, j'ai vu qu'il y avait un autre membre du forum qui m'avait envoyé un produit qui se fait en Bretagne, qui est plus de la fibre, je crois. Et voilà, je voulais avoir un retour d'expérience avant de valider, parce que je suis un peu dans le doute. Et ouais, alors, est-ce que toi, tu as résolu ton problème ou voilà. Alors, qui rouille, c'est pas. Enfin, si tu veux, les arceaux Gauger, il en fabrique 2 différents. Il fabrique des arceaux, enfin, tous amorphes de forme. Et il y en a qui sont lisses, mais parfaitement lisses, galvanisés. Donc, eux, ils vont pas rouiller. Bon, ils sont galvanisés. Au bout d'un moment, ils vont rouiller, hein, mais beaucoup plus longtemps. Et après, il y en a d'autres qui sont pas galvanisés. Et du coup, eux, ils rouillent et ils sont pas tout à fait lisses. Mais quand on parle avec lui, il nous dit ça, c'est fait exprès. C'est justement pour pas que les plastiques, parce que à la base, lui, il utilise ses arceaux pour du melon, pour de la fraise dans le sud de la France, pour mettre du plastique. Donc, on cale un arceau au sol, on met le plastique et on remet un arceau par-dessus. Et quand tu utilises du galvanisé, c'est tellement lisse que dès qu'il y a du vent, le plastique, il se remonte en fait. Donc, il a trouvé la solution, mais en fait, il ne le fait pas galvaniser. Et il le dit bien, ça va rouiller, mais c'est fait exprès, justement, avec cette rouille. Avec, du coup, après, le plastique, il l'accroche là-dessus. Sauf que si tu prends ces arceaux, donc pas galvanisés, qui rouillent, lorsque tu utilises par-dessus des filets climatiques, donc pas les filets anti-insectes résistants de chez Diatex, mais vraiment le filet climatique, ben, si tu as vraiment du vent, au bout d'un moment, c'est abrasif et ils vont se déchirer à chaque arceau. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème. Donc à toi, derrière, c'est quoi le but? Est-ce que c'est pour mettre que du filet anti-insectes et que du plastique? Du coup, tu n'as pas besoin de les galvaniser. Est-ce que tu veux poser des filets climatiques dessus avec arceaux? Alors là, c'est un peu problématique. Je t'avoue que moi, ça a été, ouais, c'était un peu la mauvaise surprise hein, quand des filets se sont mis à se déchirer. Moi, j'ai fait ça. Du coup, la solution que j'ai trouvée, l'alternative, c'est que moi, j'ai beaucoup de filets anti-insectes. Donc, si je voulais parfois l'hiver mettre un filet climatique, je mettais mes arceaux de chez Gauger, je mettais mon filet anti-insectes et par-dessus, je pouvais mettre un thermique. Donc là, il ne se déchirait pas. Ou alors, je mettais mon thermique à plat, sans arceaux. Chose qu'on fait aussi fréquemment, tout simplement. Chose qui se pratique voilà, souvent. Dans les serres, tu n'as pas ce problème. Donc, si c'est pour mettre des arceaux dans les serres en janvier, par exemple, chose que je fais tout le temps, je mets mes arceaux, tout rouillés, s'ils sont rouillés. Et là, il n'y a pas de problème. Les filets ne vont pas se déchirer, il n'y a pas de vent dans les serres. Donc, les filets ne bougent pas, c'est pas abrasif. Et maintenant, on commence à vraiment plus travailler avec les tunnels nantais, Formule 1 avec les trous. Donc, petit à petit, je sens, tu vois, que mes filets thermiques, je les utilise moins en janvier finalement dehors, parce que je vais avoir mes tunnels nantais en plastique avec ces arceaux de chez Gauger, qui me sont bien pratiques pour le coup. Et je peux toujours mettre un filet climatique par-dessus mon plastique si j'ai vraiment besoin, quoi. Donc, je n'ai pas peut-être répondu à ta question, mais tu vois, c'est pas si clair. Les deux sont bien. C'est que si demain tu veux faire du tunnel plastique type Formule 1, il est probable qu'avec les galvanisés, ton plastique, s'il y a du vent, il bouge plus. Mais voilà, il y a de ça. Merci, mais je Et vais après, voir. c'est en fibre, je connais pas. Et alors, Meryl m'en avait parlé. Il m'a dit ouais, fais attention, c'est en fibre. Lui, il a ça, mais pareil, il me dit il y a des bouts de fibre qui se défont. Donc, il me dit toujours mettre des gants parce que sinon, tu as des échardes. Ça veut dire que s'il y a des bouts de fibre, c'est peut-être aussi abrasif, quoi. C'est pas sûr. Tu vois, il faudrait le voir sur plusieurs saisons comment ça marche, quoi. Sur le plastique, justement là pour rebondir sur ça, sur l'usure sur les arceaux effectivement. Hein, moi j'ai mis des arceaux, les rangs là de melon en fait il y a 2 hectares, ils font 100 mètres. Donc je place à peu près, je sais pas, de tête je l'ai pas, mais peut-être 60 arceaux. Et pour gratter un peu en fin de saison, tu te dis bon allez, je le mets quand même celui-là.
effectivement, les points de rupture, quand tu prends du vent, là, comme on a eu ces derniers temps, les points de rupture, en fait, ils se font où c'est qu'il y a cette abrasion, cette corrosion, là, en fait, exactement. Et là, après, par contre, tu t'amuses, enfin, ça dépend aussi de la tension de ton plastique, de ton cordage, comment t'as passé tes cordes. Mais sur du 503, en plus, il est macro perforé, donc ton plastique, il est aussi fragilisé. Et avec du vent là en fin de saison, enfin c'est mort. Hein. Après, alors je prends un exemple sur du 45 microns, c'est quand même très fin. Alors, mais idéalement, il faut pas prendre de risques. Et en réalité, la seule partie qui se rouille en premier, c'est la partie que tu vas enfoncer dans la terre. Le reste, tu peux faire. Là, moi, je les ai achetés à un agriculteur. Ça faisait 15 ans qu'ils faisaient de la fraise. Ils étaient nickel. Ceux qui étaient un peu rouillés, c'est parce qu'ils les avaient stockés contre un hangar dans un tas de ronces, quoi. C'est tout. Hein. Et c'est des arceaux galvanisés. Oui, c'est ça, ouais. C'est du galva, ouais. Ouais. Mais tu verras que Gauger, souvent, il a envie de te vendre du non galvanisé. Hein. Des fois, il a du mal à vouloir te vendre les galvanisés. Il n'en fait pas forcément. Et voilà. Mais par contre, ouais, toi, Vincent, tu utilises les ficelles pour les arceaux. Oui, alors ça m'a interpellé tout à l'heure quand tu parlais de doubler avec les arceaux. Bah, justement, j'ai jamais vu ça. Ça peut. Je serais curieux de voir comment ça marche parce que c'est vrai que mettre la pose de la ficelle pour donner un ordre d'idée. Ah ouais. C'est pour faire 6 rangs en fait, on met à peu près 3 heures. Ouais. Je te mets le lien là dans le chat. Ça, c'est le fabricant. Et je ne sais pas s'il a mis des images ou pas. Et on met ça, je te dis l'affiche, je vais bientôt la faire hein, sur le tunnel nantais. Mais on met un arceau dessous et après un arceau dessus, quoi. Et c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Mais comme il dit, il faut que les arceaux soient rouillés justement pour tenir le plastique. Donc tu vois, c'est encore autre chose. Et sur la même, ils font la même dimension ou alors par exemple tu as 1m60 et 2 Non, mètres? ils font la même dimension. Même dimension c'est t'en as un que tu vas planter plus profond et du coup ça va faire tension sur ton plastique. Ok, je pourrais essayer peut-être même de faire un tunnel comme ça pour voir. Peut-être que c'est moins chronophage que la ficelle. Ah ouais, moi la ficelle j'en ai fait il y a 10 ans, je trouvais ça hyper chronophage et là quand on les monte, vraiment c'est super rapide. Super rapide. Alors là, cet hiver, moi j'en avais en place, j'en ai un qui s'est démonté parce que ça a bien soufflé, les autres ils ont tenu. On met des silos-sacs en bout, on met même pas de piquet avec une ficelle. Comme ça, on s'embête même plus en bout. On met juste 3 silos-sacs sur le plastique. Ouais. Après, ils font que 20 mètres, hein, nous. Hein. Ah oui, ok. 3, tu vois, 3 silos-sacs, donc la tension, elle est pas énorme. Et arceau, donc c'est comme ça qu'on va le plus vite pour les poser. Mais j'ai pas du plastique de 50 microns, hein, c'est du plastique beaucoup plus épais. Donc moi, j'ai pas peur qu'il. C'est du 80 que t'as ? Non, c'est du plastique de serre, donc c'est du 200. Ah oui, c'est du 200, ouais, d'accord. Ouais, du plastique que je vais garder longtemps, tu vois. J'en ai même fait avec des vieux plastiques de serre que j'ai récupérés parce que j'ai changé une bâche. Eh ouais, non, moi ça fait une saison et après le problème c'est que l'usure du plastique des fois, même si tu le tends un peu trop, il se déchire, c'est hyper compliqué. Et oui, je sais. Ben, moi je cherchais justement une solution alternative à ça, quoi. Parce que le 500 trous c'est très bien, hein, ça marcherait très bien, mais c'est jetable. Et il n'y a pas d'alternative à part de se les fabriquer. Et c'est ce qu'on a fait avec nos tunnels d'antenne. Et tu fragilises pas justement ta structure, même si c'est que sur 20 mètres. Je sais plus ce que tu as dit. Tu perces à combien? À 4 ou 8? Je sais plus ce que tu as dit là, les cloches. Je perce à 8, mais on fait un trou tous les 50 cm en haut en fait, à 2 tiers de la hauteur du tunnel à peu près. Ok. Et ça fragilise pas ton tunnel quand tu le tends de chaque côté? Alors, c'est vrai que quand tu le vois, t'as pas l'impression que c'est un tunnel hyper tendu, quoi. Hein, tu vois, j'ai vu mieux. Hein, ça fait pas des super images Instagram,
mais on s'en moque un petit peu. Hein. Ouais, t'as l'impression que ça flotte un petit peu, mais l'important c'est que ça tienne, quoi. Tu vois, et pour moi, il faut que ça tienne, mais surtout que j'ai pas à les ouvrir, parce que c'est ça, tu vois. Il faut pas que ce soit chronophage, à mettre en place, à démonter, voilà, et que ça tienne le vent. Bon, le vent, on sait que de toute façon, ficelle ou arceau, il y a des fois où ça part, hein, c'est tunnel nantais, quoi. Mais ouais, il faut que ce soit rapide et surtout pas les ouvrir, quoi. Ça, c'est trop dur. C'est hyper chronophage. Alors justement là, je pensais pas que le 500 trous là justement, on pouvait le laisser fermé. Moi, c'est vrai que dès que je voyais de la condensation, je les ouvrais. Enfin, alors quand je dis je les ouvrais, hein, c'est sur la hauteur d'un doigt, hein, tous les Oui, 15-20 mètres à peu près. Tu sais, tu ouais. fais des cheminées. Et puis surtout, en fait, le gros avantage en fait, à l'utilisation des tunnels, c'est contre la grêle. C'est que ça me permettait en fait, dès que j'avais les premiers fruits, qui étaient à quasiment 15-20 jours de récolte, et bien de sécuriser au moins ceux qui étaient sous le tunnel. Alors, je parle pas des grêlons qui font la taille d'un bouchon, quoi. Hein. Un truc qui te perfore tous les plastiques. Mais au moins, je trouvais que l'avantage, c'est que ça permettait de sécuriser au moins une partie et et ça t'évitait de tout perdre d'un coup, quoi. Après, attention, quand je dis de ne pas ouvrir les tunnels, moi je parle de janvier à mi-mai. Tu vois, parce que après, généralement, les producteurs tu vois, dans le sud, au bout d'un moment, ils font des entailles. Tu vois, ils commencent à faire une entaille sur un côté, et puis après, ils font une autre entaille sur l'autre côté, etc. Et puis ils finissent que le tunnel il est complètement ouvert. Donc moi, je parle vraiment pour la période janvier à mai, quoi, la période la plus froide. Voilà, c'est pas. Moi, j'utilise pas les tunnels nantais l'été. Parce que là, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, on n'est pas sur le même créneau là. Hein. Ouais. Alors après, je sais que eux, ils le font parce que ils ont des, tu sais, ils ont des, bon, c'est des machines, hein, mais en fait, eux, ils ont des tunneleuses qui enterrent directement ce plastique. Par contre, tu remarqueras sur du melon, tu verras jamais. Ils ont des tout petits arceaux où c'est qu'ils peuvent enjamber avec les tracteurs. Mais tu verras jamais du melon avec des arceaux en 2 mètres. Mais moi, j'ai vu la différence justement avec un autre producteur, c'est que lui, il a tellement d'amplitude thermique qu'il a gelé. Là où c'est que moi, je touche du bois là, c'est passé à un chouïa, mais c'est passé. Parce que tes arceaux étaient plus grands. Oui, en fait, plus haut, de 60 cm à peu près, ouais. Ouais. Ok. Et si tu veux, il y a moins d'amplitude thermique. Lui, s'il fait froid, si ça gèle, ça va geler d'un coup. Et moi, alors ça va, il va faire très froid, mais le temps que ça descende, tu vois, c'est comme toi sous serre. Si tu avais une serre, par exemple, de 2 mètres et une serre de 12 mètres, le volume d'air, c'est pareil, quoi. Après, je suis pas spécialiste, mais non, mais c'est ça. Hein. Plus la terre est grande, plus tu as d'inertie et moins tu gèles, oui. Carrément. Mais ouais, ces petits tunnels, ouais, par chez nous, enfin, nous sur notre ferme, ils reviennent en force et je crois que il me tarde l'année prochaine pour retester encore plein de cultures parce que je crois que c'est une belle alternative à rajouter des serres au bout d'un moment, quoi. Moi, j'ai plus trop envie de remonter des serres. J'en ai monté 3 et je crois que en plus l'été, j'ai assez de serres. Donc, par contre, en janvier, février, j'aimerais bien avoir plus de serres pour faire des cultures précoces de printemps où là, il y a une vraie demande importante. Juste pour comprendre, Sylvain, ce que tu dis, c'est que tu fabriques toi-même tes plastiques de tunnel nantais en les perçant à la cloche. Tu achètes du plastique de serre que tu découpes à la dimension et que tu perces toi-même. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et Là, on tu a fais des plastiques neufs. plusieurs planches avec le même plastique, du coup. Non, parce que j'ai acheté des rouleaux pas très larges. D'accord. Ouais, tu peux trouver des rouleaux. Alors, je crois qu'ils font 2,50 m, ce qui est un peu trop large, mais j'ai pas trouvé moins. Mais je te dis, je vais faire une fiche et j'expliquerai tout. J'avais acheté ça, je crois, chez Serval de Loire
Et après, sinon, le reste, on a récupéré un plastique de serre d'une grande serre et qu'on a découpé, ouais. Et du coup, tu le poses et Oui. tu n'ouvres pas même les journées de chaleur et tout ça. Non, non, Parce que, non. parce que moi, j'ai cramé Mais il y mes a des trous. fenouilles à 11 heures du matin l'autre fois, là, Ouais, avec les tunnels nantais, quoi. Je n'ai pas réagi suffisamment tôt et à 11 heures, ils étaient déjà cramés, quoi. Ils ont pris un coup de chaud. mais Donc ils là, étaient. Alors attends, ils- parce que tes fenouils, ils étaient petits. ouais, Mais plantés quand? En mars? ouais, en mars, là, ouais, c'est ça, ouais. Mhm. Et ouais, mais t'as les tunnels fermés. Ouais, tunnel fermé, ouais. Mais donc, avec les ouvertures, j'aurais pu le T'aurais laisser, pas. ça aurait pas. Ouais, ouais, t'aurais pas cramé. Ouais. Là, t'as Ah dû ouais, ça fait t'as dû cheminer. solariser, ouais. Mhm. Ouais, Ouais, il a c'est dû ça, se ouais, la. ça. C'est ça. Ouais. Carrément, oui. Ça a brûlé. Solariser tes fenouils. Ouais. Ouais. Non, ça chauffe vite, hein. Ça chauffe très très vite les petits tunnels. Non, là, c'est. Je te dis, t'as des trous. Ouais, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Vraiment, c'est un technicien. J'avais fait une formation avec un technicien. Il m'a dit, tu peux y aller. Il m'avait dit en gros, tout ce que tu plantes sous serre et qui passe chez toi en janvier, tu peux le faire sous tunnel nantais comme ça. Donc, ouais. Ah, alors, il y a une différence, hein, tu vois, on a fait des carottes en même temps sous serre et on les a en tunnel nantais. On voit qu'on a un décalage hein, dans le temps, même dans la vigueur, etc. Mais c'est même bien, en fait. Tu vois, c'est pas gênant d'avoir un décalage. On cherche pas à être aussi précoce qu'avec une serre, c'est normal, mais ça passe, quoi. C'est ça qui est cool, quoi. En fait, tu as le même avantage qu'avec une serre, sauf que à la fin de ta saison, de ta planche, c'est plus rapide à démonter. Et puis c'est un peu, tu sais, je sais plus, il y a quelques années, je crois que c'est l'atelier paysan qui avait commencé à sortir des plans de serre mobiles. Là, Oui. c'est un peu la même chose, sauf que c'est à échelle, juste à l'échelle d'une micro-ferme. Et c'est hyper rapide et effectivement, comme tu dis, tu gagnes, même si tu gagnes 15 jours sur une culture, je fais encore le parallèle avec le melon, mais moi 15 jours de gagner sur du melon, c'est énorme. Oui, Surtout c'est sur la énorme. saison estivale. Non, mais puis c'est vrai que ce qui est bien, c'est que ça rentre dans ta rotation du plein champ, donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal. Ouais, 15 jours, mais même, en fait, c'est même plus que ça. Je dirais que c'est des cultures que tu pourrais pas. Dans certaines régions, tu vois, comme en Aveyron, où il pleut tout le temps, ou tu vois, où on a des hivers qui peuvent faire froid, c'est même des cultures que tu pourrais pas faire, en fait. Hein. Tellement, ça lèverait pas. Ce qui va être intéressant sur des semis-directs, tu peux faire du semi-direct d'haricots verts ou de carottes beaucoup plus précoces parce que ton sol se réchauffe. Avec ton tunnel nantais, avec le mois de mars, là, il était incroyable. Ton sol, il se réchauffe énormément. Alors que si tu mets un P17, ben, il va pas se réchauffer autant. Hein. Et si tu le fais sans rien du tout, il va pas se réchauffer du tout. Donc, tu n'auras même pas la température du sol pour lancer la germination. Alors que là, tu vas l'avoir, quoi, la température. Et est-ce que Ça ce veut pas serait dire judicieux de faire les deux? Pardon, excuse-moi, je t'ai non, coupé non, ici. oui, Ouais. dis-moi. Faire les Est-ce deux, que quoi. ce serait ouais de mettre, tu vois, par exemple, on partirait sur des arceaux type fraisier, on va dire de 2 mètres, et puis de mettre un P30, par exemple, à 1 mètre, avec des arceaux de 1,60 m, en fait, de faire ce que tu fais en fait dans ta serre, de faire 2 tunnels dans un, en fait. Ouais, tu peux, bon, mais même sans mettre des arceaux, hein, tu mets tes tunnels et tu peux poser un P30 par-dessus. Déjà, tu vas gagner aussi en inertie. Hein. Ça se fait. Ça se fait, ouais. Mais ça, c'est vraiment pour les coups de froid. Tu vois, si tu as un coup de froid qui est annoncé. Parce qu'un P30, tu peux pas le laisser tout le temps. Il n'y aura pas assez de lumière au bout d'un moment. Un P17, ça sera un peu mieux. Tu auras plus de lumière. Mais oui, tu vas pouvoir protéger. Tu vois, en gros, ton tunnel nantais, il va te protéger 2 degrés et ton P30 aussi. Donc, tu vas pouvoir encaisser un -3 ou -4 avec la double protection. Ouais. Tu maintiens hors gel, quoi, ouais. Mais Ouais. est-ce que le P30 ne risque pas de ralentir le réchauffement du sol? Il fait pas une isolation dans les deux sens, en fait, par rapport au. C'est pour ça que je dis qu'il faut le mettre de façon ponctuelle. Si tu vois, ils Mm. annoncent un froid, tu mets ton P30 pour protéger, mais tu peux pas le laisser en fait. Mm. Tu peux pas le laisser en permanence, ou alors tu vas le laisser pendant
tu vois, ils annoncent 3 ou 4 jours de très froid, tu protèges tout comme il faut, tu attends que le froid passe, mais après tu le renlèves évidemment parce que sinon, ben, voilà, tu vas avoir une isolation et du coup le soleil ne va pas réchauffer ton sol. Ouais. Chose qui n'arrive pas avec le P17 qui laisse assez passer les rayons du soleil. Et c'est vrai que les doubles ou triples couches de P17, au bout d'un moment, il fait plus froid dessous. Parce que finalement, c'est vraiment l'inertie du sol. En fait, le P17, voilà, il garde la chaleur du sol, quoi. Il évite un peu le froid qui descend, mais c'est surtout qu'il crée une barrière et donc la chaleur elle reste entre le P17 et le sol. C'est ça qui fait qu'il fait plus chaud sous un P17. Non, quelqu'un veut intervenir, non? C'est tout bon. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Concernant, j'avais vu un post récent qui disait est-ce qu'on doit tutorer avant le gel ou pas? Et donc j'avais vu la photo de comment ça avait été fait à la Valette et combien de temps ça prend à mettre le P17 comme ça avec les tomates déjà tutorées. Ouais, ben, c'est la première année nous qu'on le fait comme ça, parce qu'on s'est fait un peu surprendre par le froid. Et Oui. il y a eu un moment, enfin, on s'est fait surprendre. À un moment donné, on s'est dit non, mais là, il faut arrêter de les laisser au sol. Elles étaient vraiment trop grandes. Donc, on s'est senti obligé de les palisser. Mais le froid arrivait et donc on avait un collègue qui avait fait ça, mais beaucoup plus haut sur les bords de culture. Donc, nous, on l'a fait plus bas. Alors, il se trouve que j'étais pas sur la ferme lorsqu'on a palissé les tomates. C'est Clotaire qui s'en est occupé. Étienne, il était là aussi. D'ailleurs, Étienne, il traîne aussi là parmi nous. Donc, s'il entend et qu'il veut répondre, s'il sait, il peut. Mais sinon, il m'a dit que c'était très rapide. Alors, ça va pas te donner d'infos, mais il a trouvé ça super rapide. Donc, je sais même pas combien de temps ils ont mis, mais non, mais c'est allé vite ouais. J'ai envie de dire, t'as pas trop le choix en fait. C'est un risque qui est qui est trop important que tu peux pas le prendre à un moment donné. Tu vois, je sais pas si tu as bien vu comment on avait fait, mais ils ont mis des clips à tomates, Oui. donc qui tenaient du coup sur les ficelles. Et après, par contre, il te faut 2 filets. Donc c'est hyper. Par contre, ça te prend beaucoup de filets parce qu'il t'en faut 2 à chaque fois. C'est des Pour une simples planche, ou des doubles? les tomates. Là, les deux filets de part et d'autre. Ouais, pour les tomates. Ben, nous, on a que des filets qui font 3 ou 4 planches. Mais du coup, ça faisait un tas par terre et on les remontait, tu vois, de chaque côté du fil. D'accord. Et on a pu faire comme ça parce que on n'avait pas lissé qu'un seul bras. Parce que nous, on commence toujours avec un seul bras, la tête principale, et après, on garde un deuxième gourmande qui va faire notre palissage en V. Mais ce deuxième Oui. bras, on ne l'avait pas palissé encore. Hein. Donc, on n'avait qu'un fil en l'air. Si tu as les 2 fils, ben là, c'est la galère. On Là, fait tu peux comment? plus rien faire. D'accord. Là, si tu as les 2 fils, t'es foutu. Tu peux pas Ok. faire. Donc il faut le Donc, faire au tout dernier, le V. le V, nous, on le fait jamais au début. Ouais. Ouais. D'accord. Ben, on attend, tu vois, il y a déjà, on le fait dans un deuxième temps et c'est ça. D'accord. Parce que Parce qu'il y moi, a je quand me même un suis dit, décalage entre la tête principale et le petit gourmand, quoi. Sauf si tu achètes des plans qui partent déjà en 2. Ça arrive, ça aussi, ça dépend ce que tu achètes comme plan. Ouais. non, moi, c'est des très classiques. Enfin, c'est pas des greffés déjà Ouais. et, Ok. Donc tu mets peut-être 2 plans à la fois ou non? moi, je fais des rangs de deux, ouais. Oui. Ouais. Et ouais, du coup, si tu as déjà tes 2 ficelles, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est pas tout à fait comme à la Valette. Du coup, Ouais, ouais, c'est pas simple à. ouais, c'est clair que ce truc de tomate. Après, moi, je ne conseille jamais de planter tôt. Hein. Nous, on est des planteurs tard, hein, en fait. Hein. On plante jamais avant le 15 avril. Euh, tu vois, je cherche jamais à planter au 15 mars. Moi, j'ai des collègues qui plantent beaucoup plus tôt, mais moi, je prends jamais ce risque-là. Et souvent, je les laisse grandir au sol pour avoir la place, tu vois, pour mettre mes tunnels nantais. Je suis pas pressé à faire le palissage, quoi. Vraiment, je tarde au dernier moment pour faire le palissage. Ben, Pareil pour mes poivrons.
pareil, elles sont Pardon. par terre, et du coup, elles sont par terre, mais je préfère qu'elles restent par terre et qu'elles grossissent au niveau du tronc, plutôt que de Oui. les passer trop tôt, parce qu'après, enfin, il suffit d'une journée enfin, d'une nuit ou deux où il fait 2 ou 3 degrés et ça leur perturbe la croissance, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça, il faut trouver cet équilibre à un moment. Est-ce que je les palisse? Après, le laisser longtemps par terre, dès que c'est trop gros, tu perds aussi parce que si tu n'as pas pu enlever les gourmands et tout ça, voilà, ou c'est plus fragile aussi quand tu le palisses. Donc, ouais, il faut trouver voilà, entre le 15 avril et le 1er mai, il y a un moment, il va falloir trouver le créneau pour choisir. Ouais. Il faut quand même le faire au bon moment parce que l'année dernière, je l'ai fait trop tard et du coup, ils s'entremêlaient entre les deux rangées et après, C'est c'était ça. un peu à démêler. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Il faut, à un moment donné, t'as plus trop le choix. Il faut quand même palisser, quoi. Tant pis s'il fait 2 ou 3 degrés le matin. Bon, c'est comme ça. Hein. Nous, il va encore faire des matins un peu froids, mais là, ça y est, on palisse tout parce qu'ils sont grands, quoi. Et au bout d'un moment, tu peux plus les tenir au sol, quoi. C'est trop cassant et c'est même risqué, tu vois, avec l'humidité. Moi, je suis content d'enlever mes filets et de les palisser, quoi, maintenant. Ouais, ils peuvent être malades dès le début après. Ouais, c'est vrai qu'au sol, c'est toujours plus risqué. Tu as quand même plus d'humidité, de froid. Enfin, de froid, non, mais d'humidité au sol. Tu attends de palisser pour commencer à enlever les gourmands ou tu attaques dès le début? Ouais, j'attends de palisser. J'attends de palisser pour pouvoir. Parce que vu que, tu sais, moi, je vais sélectionner un gourmand pour faire ma deuxième tête. Hein. Donc, on le palisse et comme ça, on les palisse tous d'un côté. Et après, on sélectionne le gourmand opposé et pour mon deuxième fil. Et pareil, tu effeuilles qu'à partir du moment où tu palisses ou Oh oui, même les feuillages, ça vient encore après. encore On après? effeuille. Tu vois, je crois que c'était 15 feuilles. Il faut au moins 15 feuilles. Donc, on va effeuiller quand même. Ouais, c'est pas de suite les premiers effeuillages. Au Ok. début, il faut lui laisser les feuilles pour qu'il puisse justement faire de la photosynthèse. Et 15 feuilles, c'est déjà un joli plant de tomate. Hein, pour que tu aies 15 étages de feuilles, en fait. 15 étages. Ouais, tu vois, on essaye d'avoir toujours 15 feuilles à peu près. Et du coup, tu palisses à quel moment alors c'est plus par rapport au temps que par rapport au climat que par rapport à la taille de ton plant, quoi, en fait. Ouais, c'est carrément ça. Tu vois, c'est entre le 15 avril et le 1er mai. Cette année, on commence là, en fait, hein, on commence cette semaine. Donc, pour moi, c'est super tard. D'habitude, je commence plus tôt. Mais vu le froid qu'il faisait, on a attendu là. On avait les protections. Ah non, je dis une bêtise. On avait déjà. Non, 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 pardon. On avait balissé le premier bras déjà. On avait balissé le premier bras. Mais là, on attaque le deuxième bras à partir de maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des années, le 15 avril, tout est déjà palissé avec 2 bras, tu vois. Donc ça, c'est la météo qui parle. Là. Et moi, j'ai une autre question qui est un Ouais. peu liée du coup. Euh, Vu que c'est chronophage, je me suis posé la question, est-ce que ce serait intéressant, par exemple, de commander un nombre de plants moins important et de les faire à la même période, mais en gros faire des sortes de séries, c'est-à-dire reprendre une petite bouture en juin et le planter juste à côté. Déjà, je sais pas, est-ce qu'on a le droit de le faire ou, enfin, voilà, sur les variétés anciennes. Ça permettrait de s'occuper, enfin, moi je me suis dit, ça me permettrait de m'occuper vraiment très bien de la moitié ou un tiers des plants. Et ensuite, du coup, j'aurais, entre guillemets, mes plants qui poussent déjà sur les premiers et après je les replante. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas la racine qui prend dès le Ben, début. oui, après, tu peux hein, utiliser les gourmands. Nous, on le fait un petit peu. Tu peux utiliser les gourmands pour refaire du plan pour une deuxième série. Si ton objectif est d'avoir une deuxième série, parce que si tu fais que la moitié de tes plans en début de saison et que le problème c'est que tu as quand même un décalage au niveau des récoltes. Euh,
Donc, Mm. enfin, tu vois, si t'as pas assez de tomates en début de saison, enfin, nous, on n'a jamais assez de tomates en début de saison. Donc, on va pas faire vraiment la moitié et puis après, faire l'autre moitié plus tard. Mm. Ça n'empêche pas qu'on fait 2 séries, mais la deuxième série est différente. Elle est sous une petite serre, en plein champ. Elle est un peu pour avoir un petit pic en plus au mois de septembre. Et souvent, c'est la tomate qu'on vend en coulis, des choses comme ça. Mais oui, de toute façon, avril, mai, juin, c'est des mois Est-ce que chargés, quoi. entre guillemets, les personnes, quand elles viennent, par exemple fin septembre ou début octobre, eh Mm. bien, les coulisses sont finies et à nouveau, elles recherchent de la tomate et c'est à ce moment-là que ben, dans tous les jardins, ça décline, Oui. y compris les nôtres. Et du coup, je me dis, s'il y a des plants qui ont été plantés un mois plus tard, est-ce Mm. que le pic va pas être décalé et du coup, ça va convenir aux personnes qui en recherchent en octobre, par exemple? Ouais, ouais, ça va être décalé. Ton pic va être décalé si tu les conduis sous serre, évidemment. Si tu les fais en plein champ, mais ça va pas marcher. Mais si tu En plantes de plein la champ, tomate, hein, ouais, j'essaye pas en plein champ parce que c'est trop ouais, risqué. ouais, mais carrément. Nous non plus, on fait pas en plein champ. Euh, donc oui, oui, ton pic va être décalé, c'est sûr. Tiens, moi, Qu'est-ce j'ai que une je veux question justement sur le plein champ parce que moi, j'ai pas de serre et et du coup, demain, je vais planter de la tomate en plein champ, justement. Par rapport au temps, là, est-ce que ce serait judicieux d'appliquer de la bouillie bordelaise déjà sur du plan franc ou aucune utilité et puis laisser les choses se faire? Parce que cette année, en fait, du coup, je vais les implanter. Je fais un essai avec du tunnel nantais. Avant de en fait, avant de les palisser, du coup, le plan il sera planté, puis le tunnel nantais sera posé dessus. Ouais. Et ensuite, les autres plans, est-ce que ça vaut le coup de mettre un coup de bouillie Oui, ouais. bordelaise dessus, ou est-ce que ça peut être phytotoxique et limiter justement la croissance du plant? Je sais pas. Alors, bon, moi, j'utilise pas de bouillie bordelaise parce que de toute façon, j'en ai pas besoin. Moi, je fais pas de tomates en plein champ, je fais pas de pommes de terre en plein champ, donc tu vois, les risques mildiou, ils sont très faibles. Et voilà, j'utilise pas de cuivre. Ce que je sais, c'est que les plants que moi je reçois, par contre, parce que j'achète mes plants de tomates, quand ils arrivent, ils sont bleus, hein. Ils sont bleus, tu peux y aller. Phytotoxique sur le jeune plant, ça n'a pas l'air, hein, vu comment ils sont. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux que tu traites. Moi, si je devais le faire, je préférerais traiter mes plants, tu vois, dans ma serre à plants avant de les planter. Comme ça, déjà, tu en as beaucoup moins. Tu as une toute petite zone, tu vas mettre de la bouillie que sur tes plants et pas sur tout ton champ. Et c'est beaucoup plus simple. Et tu plantes ça, et c'est vrai que tu te prends un risque en moins, un milieu, parce que de toute façon, la bouillie bordelaise, c'est que du préventif, hein. Ça, c'est pas curatif, donc c'est préventif. Complètement. Ouais. Ouais, donc si t'as un peu peur, là, enfin, chez nous, ils annoncent de l'eau et un peu de température. Donc, moi, je le ferai dans la serre à plants, enfin, tu vois, sur les plants directement, avant de les planter. Ouais. Ok, parce que en fait, j'ai des variétés de tomates, dont en fait, une hybride là cette année, que je conduis en fait en plein champ, mais qui en fait à la base est destinée à de la serre. Et Ouais, ça fait 2 ans que je la conduis en fait en plein champ, ouais. mais j'ai jamais vraiment eu de soucis. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait des traitements préventifs avec de la bouillie bordelaise, mais je me suis toujours demandé est-ce que ce serait pas judicieux de faire exactement comme ce que tu viens de dire, directement dans la caisse, par exemple, où c'est que tu as 60 plans et tu mets un coup, c'est beaucoup plus rapide, comme tu dis, que de le Sûr. faire 3-4 semaines plus tard, quoi. Oui, oui, non, mais c'est clair. Mais moi, je ferai ça. Ok. T'as pas plus de risques, enfin, à moins que tu arroses les pieds, tu vois, avec des litres et des litres de bouillie bordelaise. Non, non, je pense que
Si tu mets la dose normale, enfin, tu vois, sur tes plants, je veux dire, les producteurs de plants, ils font ça. En sous-serre, ils font ça. Ok, merci. J'ai une question concernant les concombres. Ouais. Euh, En ce moment, ils ont l'air d'avoir froid. Donc, du coup, enfin, je les ai toujours pas plantés. C'est quand la meilleure période pour planter les concombres, en fait? Ben, le truc, c'est que moi, j'aime pas trop les laisser pousser dans les plants, dans les godets, je veux dire. Parce que ils peuvent avoir froid, mais ils peuvent avoir faim aussi, rapidement. C'est un peu la même couleur. Hmm. Où ils sont plantés, hein. Ils sont plantés, ils sont sous P17 et on va lever les P17 cette semaine. On va les palisser là. D'accord. Et le Mais sol était chaud? ouais, là les sols sont quand même à 18, donc c'est pas mal. Ils annoncent encore une semaine un peu fraîche, mais ils annoncent quand même un redout la semaine prochaine. Et puis au bout d'un moment, tu peux pas trop les laisser traîner en pot, quoi. C'est ça le problème aussi. C'est que si tu les as semés, ben, tu sais que dans 15 jours, il faut les planter, quoi. Sinon, après, ben, ils vont commencer à avoir faim, quoi. Ils vont manquer le concombre, c'est un légume hyper gourmand qui a un système de racinaire hyper important. Et du coup, il a besoin ouais, de se développer, quoi. Donc là, Donc, c'est il faut urgent pas... de le planter. Ben, si tu penses qu'ils sont grands, qu'ils sont déjà à 3 ou 4 feuilles, ouais, il faut les planter, Oui, quoi. ils sont grands, ils m'arrivent aux genoux. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ils ont pas, enfin, ils ont froid, ils ont surtout faim. Je pense qu'ils ont faim parce qu'ils sont en godet ou en pot ou, enfin, Ils sont dans des tout petits godets en plus. Donc, ouais, non, mais tu vois, c'est sûr qu'ils ont faim. Là, au bout d'accord. d'un moment, quand tu vois les feuilles de concombre, comment ça devient grand là, quand ils sont bien nourris, en Hmm. pot, on n'arrive pas à faire ça, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ils ont Donc, faim. ok. Il vaut mieux les planter, tu vois, et quand ouais, t'enlèves tous les gourmands pour leur donner de la vigueur au démarrage, quoi. D'accord. Ok, merci. Et comment dire, pour l'espacement, il faut quand même laisser la place entre chaque. Parce Ouais, mais de que- toute façon, tu l'as dans la fiche hein, technique hein, sur le concombre. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, je veux Hmm. pas te dire de bêtises, mais tu vois, ce genre de truc, je l'ai même plus en tête. Mais je crois que c'est 50 ou 60, mais ouais, sur la fiche, tu l'as. J'avais fait 50 l'année dernière et j'ai trouvé qu'ils sont, enfin, c'est pas qu'ils s'entremêlaient, mais ils s'accrochent un peu les uns aux autres. Ils aiment bien Ouais, accrocher à tout ce qu'ils trouvent. Et je pense que je vais laisser encore plus d'espace que ce qui est préconisé parce que euh, ouais, après, enfin, pour conduire euh, tous leurs bras, il faut qu'ils aient ouais. Nous, on garde qu'un bras, hein. un seul. Ah, d'accord. Parce que moi, je Ouais. garde tout. C'est vrai que c'est un peu. Ah oui, si tu les gardes tous les gourmands, c'est vite oui, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Non, non, nous, on garde un seul bras qu'on conduit le long de la ficelle jusqu'au fil de culture. Et après, il redescend, tu vois, mais non, on garde qu'un bras. Ça permet d'avoir plus de précocité, quoi, en faisant comme ça. D'accord. Et ils sont plus gros, certainement. Je sais pas si les concombres sont plus grands. C'est surtout que t'as c'est beaucoup plus étalé la production. Quand tu laisses tous les bras, tu vas te retrouver avec souvent un gros pic de concombres, avec plein de concombres à la fois. Alors que quand tu les tailles, ben, tu vas avoir vraiment voilà, une production beaucoup plus étalée dans le temps. Donc ils vont arriver de façon beaucoup plus ouais, étalée. D'accord. Ok. C'est plus homogène dans le temps. Ok. C'est plus homogène, ouais. T'as moins de ce gros pic de concombre d'un coup, quoi. Ouais, parce que l'année dernière, c'est vrai que j'ai récolté deux brouettes entières de concombres et je savais plus trop à qui j'allais les vendre parce que Et ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que le concombre, c'est super intéressant, mais il en faut un peu tout le temps, quoi. Et pas d'un coup, voilà, 4-5 concombres parce que ça fait un gros pic et c'est le problème. je vais conduire une tête et ça sera plus. Ouais. Mais enfin, dans la fiche technique, c'est expliqué, hein, la conduite du concombre, il y a des images et tout ça.
Donc, Ouais. il faut le tailler et tu verras que tu auras une production beaucoup plus régulière, quoi. Et beaucoup plus longue, en fait. Ok. Je vais suivre les ITK du concombre. Ouais, ça marche. Merci. Avec plaisir. Moi, j'ai une dernière question. C'est Allez. concernant les courges. Euh, Parce que, enfin, là, j'étais en train de me demander si je les faisais là maintenant, parce que ça demande de l'eau quand même en plein été, et des fois, je suis en train d'optimiser l'eau. Et surtout, une fois que c'est le moment de la récolte à l'automne, et ben après, j'ai du mal avec la conservation. Donc je sais pas s'il y a une variété mieux qu'une autre au niveau des potimarrons pour que ça tienne dans le temps. Ouais, les potimarrons ne sont pas considérés comme une courge qui tient longtemps, hein. Potimarron orange, c'est donné jusqu'à Noël. C'est difficile de la conduire plus longtemps. En potimarron, après, tu as le potimarron vert qui, lui, va tenir au moins 2-3 mois de plus, tu vois, jusqu'à fin mars. Hmm. Après, tu as la butternut. Et puis, tu as les grosses musquées, musquées de Provence, elles vont aller encore au-delà. Donc, en gros, c'est ça, c'est potimarron orange, potimarron vert, butternut et musquée de Provence. Ça va être un peu comme ça. Et nous, c'est ce qu'on va faire au niveau des ventes, en fait. On va vraiment essayer de vendre en priorité tous nos potimarrons orange. Voilà, et puis après les butternuts, et puis les courges, les grosses courges à la fin. D'accord. Et pour les courges, nous, on les sème. Voilà, on les sème. Moi, j'aime bien. J'essaye que mes courges elles soient plantées avant le 15 mai. Alors, on peut les planter plus tard, mais l'avantage, c'est qu'elles se développent bien. Tu vois, il fait pas encore trop chaud. Avant le 15 mai, elles arrivent à vraiment profiter encore des quelques pluies de printemps. Donc, c'est pas mal de pouvoir les planter tôt. Je trouve que c'est pas mal. Et suivant les régions, ça permet qu'elles soient bien mûres parce qu'il y a des régions où elles ont des fois du mal à mûrir en fin de saison. Notamment les grosses musquées, quoi. D'accord. Donc il faut profiter des journées encore un peu pluvieuses pour Moi, je trouve, ouais, je trouve démarrage. que je sais pas dans quelle région t'es, tu vois, mais par chez nous, c'est vrai que si on peut planter au 15 mai, c'est bien. Au 15 mai ou plus tard, c'est bien. Est-ce qu'on continue une autre question ou on arrive au bout? Ce sera quoi la prochaine vidéo YouTube, Sylvain? Ben, je sais pas, je suis très en mode, j'ai pas trop de prévisions. Ce qui est sûr, c'est que demain, on va filmer des vidéos de palissage tomates, palissage aubergines, taille, concombre. Mais ça, c'est pour la formation, parce ouais, ça manque un petit peu ce genre d'informations. Donc demain, on va filmer pas mal de vidéos qu'on mettra, mais pour la formation, mais pour YouTube, je sais pas encore. Ça, c'est comme ça vient. Les ajouts que tu fais sur la formation, on y a accès quand on a fait la formation? Oui, ouais. On a déjà fait des modifications, mais là, on va faire en fait, on en fait, on le dit pas forcément, il y en a qui le voient ou pas. Et puis, quand on en a fait pas mal, on fait un récap, on vous envoie un mail avec les ajouts. Le dernier, il a été fait en décembre, j'avais renvoyé un mail avec des nouvelles fiches de culture. Et là, on y travaille dessus et il y a des trucs qui sont il y a des trucs qui sont en train d'être faits, mais bien sûr, tu as accès à tous les trucs. Voilà. Ok, Ouais. Ça va sur la formation, personne n'est bloqué, hein, ça fonctionne, tout fonctionne bien. tout fonctionne. Ouais. Ouais. Donc ouais, mais c'est ça, les prochaines mises à jour, ça va être des petites vidéos de palissage et de taille sur tout ce qui est solanacée, parce que je trouve que c'est important. On est en train mais là, ça va prendre plus de temps, c'est de revoir la partie irrigation. Gros travail sur la partie irrigation qui est pas satisfaisante encore. Et puis les tunnels nantais Formule 1, là, ça c'est sûr. Il y aura une fiche là-dessus.
Voilà, je retravaille un petit peu le fichier Excel aussi pour aider à la planification, mais bon, ça sera peut-être plus pour ceux qui sont vraiment dans le lancement. Voilà, des petites mises à jour de crop aussi qui vont arriver, mais voilà. On n'y travaille pas, on y travaille un petit peu voilà, régulièrement, et puis qu'il y en a assez, on les met en ligne. Je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. C'est 10h et voilà, je commence à fatiguer un petit peu. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Bon, Merci. Merci, bonne soirée. Bonne saison, à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci Salut. à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. Bravo d'avoir tenu jusque-là. Ben, j'espère que tu as pu apprendre plein de choses. En tout cas, moi, à chaque fois, ça me nourrit et j'apprends vraiment beaucoup de tout ce partage avec les autres maraîchers. Donc, si toi aussi, tu veux poser des questions, tu peux le faire direct sur le forum lecercle.lesjardinslavalette.com ou assister à une vidéo aussi en direct tous les mois. C'est possible. Donc, si tu veux être au courant de la prochaine, tu peux t'inscrire donc à YouTube pour recevoir la notification, et les notifications pour la prochaine vidéo, c'est sur le cercle. Sinon, à très bientôt, bon maraîchage, bon jardinage, ciao.